J'ai sous la main le journal officiel de l'époque, à la page 10 et à la page 15, pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le président, où certains officiers à titre exceptionnel avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact? C'était précisément en date du 15, en date de 2009. Lieutenant-colonel, non. En Alors, 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel, Enfin, colonel. lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo, ce n'est pas vous. Vous occupiez le 3e rang, lieutenant-colonel Ablaye Chérif Diaby. Est-ce que c'est exact ou c'est vous? Oui, c'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. Voilà. C'est exact, hein? Oui. D'accord, merci. Et également, à la page 10 du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Ce taux, c'était décret 9 PRG, secrétaire général du gouvernement, du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette occasion, vous occupez le 20e rang. Vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Oui. colonel Diaby, précédemment médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact? C'est exact, Parfait, monsieur le d'accord, procureur. merci. Alors, vous avez donc, à la date de, entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seuls, vous aviez bénéficié de 2 décrets. Lieutenant, mais aussi vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par l'autorité de nomination à la personne du président de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara. Très bien. Ces 2 nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui est reconnue dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de la junte de l'époque? Ah, monsieur le procureur, je crois que moi, je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec monsieur le président de la République. Mais déjà, avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier. Depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place de directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs c'est ma place là, c'est ma fonction là qui a fait de moi ministre de la Santé. Parfait, donc de vos compétences. Hein? Ah. Très bien, alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte, comme l'exigent les règles de l'administration? Vous dites, je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce qu'ils vous rendaient compte régulièrement, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un peu loin, parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet du ministère, il y a le secrétariat général, la direction de cabinet. Bon, ensuite il y a les directions nationales, et puis il y a les hôpitaux. Donc il y a beaucoup de maillons, mais quand même, il rendait compte. Merci.
Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics? Je veux nommer Donka Ignace Dine par exemple. Si j'avais le retour, des hommes, c'est-à-dire le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignace Dine Donka. Oui, bon, généralement, ils rendent compte, les hôpitaux rendent compte au niveau de la Direction nationale des établissements hospitaliers et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Donc, parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Alors, je sous la main procès verbal d'interrogatoire qui a été établi sur les juges d'instruction, sur le pôle. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Ablaye Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au niveau de j'ai été appelé par le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi des ambulances sur les lieux. C'est bien de vous? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale, je rappelle que vous êtes chirurgien de spécialité. Hein? Oui. Bien. Donc une autorité dans ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour, vous a fait penser à quoi, vous? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades. Comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est des simples bousculades à la rentrée, des échauffourées. Donc, il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés. Donc, il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances? Ah, là, je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est le procureur là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous continuez à la page 2 toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka, Dr Fatousike Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Arrivé à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Ablaye Diallo qui réside à Nongotadi. Abdourahmane. Dr Abdraman Diallo qui réside à Nongotadi détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là. Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie. Donc, il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le docteur Abdourahmane et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc, je n'ai pas pris assez de temps à Donka.
Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent, on a envoyé des kits, l'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Cody, docteur Cody qui était là, il a sorti parce qu'ils avaient des kits à Donka là-bas, des kits à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça, je suis allé me changer pour aller chercher Dr Abdourahmane à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital Donka. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le Dr Abdourahmane avec les clés. Maintenant, au retour, je suis passé voir le président et Dr Abdourahmane et Dr Tché Kondé qui m'ont accompagné. J'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Et je suis rentré voir le président de la République. Et ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi? Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? Quelle devait être la priorité? Monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la voiture, la clé de la voiture, remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, vous êtes allé à la pharmacie, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, médicalement. Non. Bon, ma priorité... Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi d'abord je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et les déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas et moi je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaye de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qui pouvait attendre? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui. Qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Si bon, peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés,
Et fait, parce que c'est pas moi, au fait. S'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui serait parti, chercher la clé. C'est pas moi, le ministre, qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? Ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame. Non, c'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. D'accord. C'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril, est-ce qu'ils étaient en péril? Bon, je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pourquoi ils ont été admis aux urgences, ces personnes. Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches, etc. À votre avis, bon, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte, il y a eu effectivement des blessures par armes blanches, des blessures par armes de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc au personnel soignant, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président Dadis? Est-ce que c'était un danger pour vous? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte, et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongotadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous ou pour les tiers en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi quand même. Très bien, mais vous avez fait d'abord le compte au la jeune de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Malgré ça, vous étiez parti, non, vous? Donc, ça veut dire que vous... Pensez parce que vous êtes parti. À Nongotadi. Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongotadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongotadi, par l'hôpital Donka,
déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là, est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non. Il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Bon. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président Dadis pour aller le faire le compte est rendu et laisser les autres venir parce que ça prend quand même du temps et laisser vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président Dadis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le Dr Abdourahmane. Okay. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc, il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec le Dr Cheikh Kondé. D'accord, vous avez déjà la clé? Oui. Au retour... J'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien. Dans la même voiture? Dans la même voiture, conduite par moi. Ok. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka? Monsieur le procureur. En tant que médecin. Hein, monsieur le procureur, moi je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit bon tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc il fallait partir, voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies, c'est pas ça la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles. Très bien. Qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de partie civile de M. Alseni Kamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement les pièces de la procédure aussi, il y a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurochirurgie. Un certificat médical numéroté 325. Alors, ce monsieur donc a été reçu par hospitalière. Écoutez ce qu'il dit, vous concernant. C'est code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes, lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de Commandant pour des soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors, que vous êtes, a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, comme vous avez dit, vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. À la page 2, hein, il continue, on lui pose la question. Son avocat lui pose la question de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce, à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières, qui vous accuse comme ça?
Merci, monsieur le procureur. Ça, c'est une simple allégation. D'abord, je vous ai dit au prime abord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda Péa, son âme était là, professeur Biro était là, il vit, professeur Namouri était là, professeur Mohamed Senk était là. Je suis leur élève. Non, j'en viens, monsieur le procureur, je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée. Ensuite, moi, je suis médecin. Et je suis médecin clinicien. Je ne suis pas médecin de santé publique. Je ne suis pas un médecin de bureau. Je suis un chirurgien. Donc, je ne peux pas insulter un malade. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est une simple allégation, monsieur le procureur. Parfait. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariama Bobo, code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières. Je lis cette partie pour vous. Je sous-signe Dr Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifie avoir examiné Mariam Boboba, victime de violences sexuelles, le 28 9e mars 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet, après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Ba Mariama Bobo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires, Dieu m'aidant, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés et on m'a fait embarquer pour l'hôpital Donka, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied, ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adja Mariama Diallo Bari qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors, tuez-nous tous. Des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Reçu dans vos structures hospitalières, c'est ce qu'elle dit devant les juges. Monsieur le procureur, ce n'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous me permettez. Oui, allez-y, s'il vous plaît. D'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soirée d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelle qu'en soit ma curiosité, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades, hein, juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque ma vie n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Parfait. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi j'avais... Non, excusez, non. Ce n'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical en circonstance. Dans tous les cas, moi c'est au professeur Namouri Keita qui vit et qui est là. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles. J'avais confié ce dossier au professeur Namouri Keita. Très bien. Toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition, je suis toujours avec Mariama Boboba, code 11-13, maître. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la Santé, Ablaye Chérif Diaby, et ses éléments, y étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également? Je ne reconnais pas ça. D'abord, je suppose que cette dame me connaît. Parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. J'ai parti à Koya en civil. Et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si elle parle d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tous ceux-là qui m'ont enseigné, même derrière.
Elle vous accuse à tort aussi. Bien sûr. Parfait. Alors, j'ai également, il y a des foultitudes de personnes qui vous accusent, mais j'ai recensé quelques-unes, hein, s'il vous plaît. J'ai également sous la main le procès verbal d'audition de partie civile, 1136, code 1136. Écoutez ce que la personne dit à votre sujet. La personne s'appelle Mamadou Saïdou Baldé. Pour ne pas mourir dans l'isolement, je me suis retourné aux urgences de l'hôpital d'Onka, où le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Diaby, que vous êtes, est venu dire de nous exterminer tous. Dès que j'ai su cela, possédant 25 000 francs guinéens, j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives. Au cours du trajet, saignant beaucoup, le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille. Je continue. Une question de son avocat, de Maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à une confrontation. Cette personne aussi vous accuse à tort, cela aussi est exact. Elle m'accuse et je suis prêt à la confrontation avec l'intéressé. Merci. Alors, je lis également pour vous un procès verbal d'audition de partie civile. Précisément, le code c'est 1125. À la page 2, cette personne dit ceci. Aux environs de 17 heures, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Chérif Diaby, est arrivé et s'est mis non seulement à nous instruire, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons tous vous tuer ». Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord 17h, à 17h, moi j'étais avec mes cadres au ministère de la Santé. Je suis venu une seule fois à Donka, lorsque j'ai quitté Koya, je suis passé par Donka, et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis rentré chez moi, je me suis mis en tenue. J'étais avec le Dr Tchèque Kondé, nous sommes partis prendre le Dr Abdraman, je ne me suis plus retourné à Donka. Simple allégation. Je ne me suis plus retourné ces jours-là à Donka. Très bien, je précise que... Surtout 17h, non. Je précise que son dossier est greffé à un certificat. D'accord, mais moi à 17h, à 17h, je suis pas venu à Donka. Non, on ne discute pas, merci. Acceptez que je lise cette partie pour vous. Médical, Dr Oulare Fanta. Vous connaissez cette personne? Non. Médecin généraliste des urgences. Non. Certifie que M. Diallo Amadou Djoulde, dont je viens de lire son procès verbal d'audition, âgé de 49 ans, sexe masculin, nationalité guinéenne, profession cuisinier, domicile à Concanseur, a été effectivement reçu en date du 9-11 2009 par vos services spécialisés, et c'est cette personne qui vous accuse. Si. Je continue avec vous. J'ai également le procès verbal d'audition de partie civile de M. Diallo Mamadou Bano, code 1090. 1090. Ceci à votre sujet. À la page 3. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Au moment que je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon poulard, nous dire comme nous sommes des maudits.
Ils vont nous éliminer. Cette personne s'appelle Monsieur Diallo Mamadou Bano, cote 1090, et dit être prêt à une confrontation avec vous. Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord, cette personne m'accuse. D'abord, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Je suis un officier sans troupes. Je ne peux pas être chef de groupe, chef de section, commandant de compagnie, chef de bataillon, commandant de régiment. Je suis médecin. J'appartiens au corps des officiers sans troupes, où je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour... À moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vienne témoigner ici, parce que si je dois avoir des personnes, il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des hommes. Sinon, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Il n'a pas dit que vous êtes venu avec un régiment, hein, c'est vous qui le dites. Ah, je peux relire pour vous. Pick-up. Je relis pour vous, s'il vous plaît. Je relis pour vous, pour votre compréhension. Ah, d'accord. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Ah, ok. Suivez encore une fois. Au moment que je tendais ce gâteau à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon pouvoir nous dire, comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Est-ce que c'est exact ou on vous accuse à tort également? Non. Parfait. Pas exact. Alors, je reviens sur votre procès verbal d'interrogatoire. Ici. À la page 6 de votre interrogatoire. Les magistrats instructeurs vous ont posé la question à la page 6 de votre interrogatoire. Que dites-vous? Votre avocat vous a posé la question chez les juges d'instruction. Que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts? Vous répondez, selon le rapport du médecin légiste, le nombre s'élève à 56 à 57. Alors, je vous pose la question. Alors que, malheureusement pour ces événements, vous parlez on parle d'abord de 157 morts, bilan provisoire, ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des fosses communes. Vous, en tant que ministre de la Santé, vous parlez de 56 à 57 cas de mort. On peut s'en tenir à quoi devant le tribunal? Ou bien c'était pour minimiser les chiffres? Monsieur le procureur, je ne minimise pas les chiffres. Moi, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu, ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier, j'ai vérifié et j'ai fait vérifier. Pourquoi 56 à 57 même? Je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé à l'hôpital. Sinon, au début, il y avait 56 corps. Le 57e corps, c'est ce jeune. Puisque ce corps-là même n'est pas arrivé à la mort, comme il est mort à l'hôpital, on a restitué, il a restitué le corps à sa famille. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas ce qui s'est passé au stade. Monsieur le ministre, on peut sentir... Moi-même, j'ai entendu, j'ai appris par voie de médias qu'il y a eu 100 et quelques morts. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Moi, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a montré à la morgue, c'est les 56, les 56, les 57 corps. C'est ce que je connais. Mais maintenant, ce qui s'est passé ailleurs, là, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Ok. Vous tenez votre chiffre là d'où? Parce que vous aviez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter, vous avez fait compter. Vous tenez ce chiffre d'où? Comment on appelle ça? C'est le compte rendu du médecin légiste dans les morgues. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut... Selon vous, il n'y a eu que 56 à 57 morts. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Professionnel, ministre de la Santé, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça, s'il vous plaît? Ah, monsieur le procureur, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui était sous la coupe du ministère de la Santé.
Parfait, d'accord, merci. Alors, nous allons parler de l'accès des militaires. Et à cette occasion, confronté au rapport de la commission d'enquête internationale pour qu'on puisse... Page 30, maître. Alors, le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30. La répartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination, de sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital d'Onka, qui est le plus proche du stade. Les militaires sont arrivés dans les hôpitaux, notamment à Donka, et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins, plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés, ainsi que les femmes violées. Ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques, mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues. Suite à divers incidents, des militaires du camp Samori et d'autres bérets verts seraient venus sécuriser l'hôpital. À partir de 18 h, des bérets rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle, exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins. 139. 140, je continue. Certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont révoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés. Ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux. Les bérets rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre. Les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre, en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin. Le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces passages-là, s'il vous plaît? Monsieur le procureur, moi, les autorités des deux hôpitaux, donc à Ignasdine, ne m'ont pas rendu compte de cela. Ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux. Très bien. Alors, donc vous voulez dire ici que vos agents, le personnel hospitalier, ce jour-là, travaillent en toute conscience, sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions, en attendant la comparution des témoins ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal? Je crois que oui, parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte que des militaires sont venus investir l'hôpital. Vous disiez à l'entame, monsieur le ministre, qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé et que vous aviez la maîtrise de votre personnel. La question n'était pas fortuite. C'est maintenant, ils ne vous rendent pas compte. On peut avancer si vous voulez. Non, ils ne m'ont pas rendu compte. Ils ne m'ont pas rendu compte aussi au comité de crise. Très bien. Donc, vous n'aviez pas cette information? Non. Les militaires ne sont jamais venus? Là, je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte. Si on m'aurait rendu compte, je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions. Parfait. Mais je n'ai pas été informé. Très bien. Vous parliez des médias. Vous avez dit que certaines informations, vous les avez eues dans les médias.
les militaires ne vous ont pas rendu compte. D'accord. Est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital d'Onka ou les hôpitaux de façon générale? Je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte, j'ai dit les autorités hospitalières. Oui, je parle de ça. Je ne travaille pas avec les militaires, je travaille avec les hôpitaux. Les militaires ne peuvent pas vous rendre compte, ce ne sont pas des médecins. Vous avez dit que le service hospitalier, pour ce cas précis, on vous a rendu compte. Je repose la question, est-ce que ce jour, vous aviez appris, au moins dans les médias ou après, que les militaires ont investi l'hôpital? Je n'ai pas appris ça. Non. Très bien. Alors, je lis. Sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières, j'ai sous la main l'audition, le procès verbal d'audition d'une partie civile qui est à l'hôpital d'Onka. Je lis pour vous ce que la personne a dit. Code de la procédure, c'est 1135, maître. Elle dit ceci, cette personne. Après quelques heures, la Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital d'Onka. Aux environs de 17 heures, un groupe de gendarmes a fait irruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés. Les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir. Les gendarmes ont saccagé tous les produits de la pharmacie. Cet incident n'a jamais eu lieu. La pharmacie n'a jamais été saccagée. Bon, monsieur le procureur, moi je suis un peu confus. Des fois, certaines parties civiles parlent des militaires, d'autres parlent des bérets rouges, et maintenant c'est des gendarmes. Je vous dis, monsieur le procureur, on ne m'a jamais rendu compte, on ne m'a jamais dit que l'hôpital a été investi ou saccagé. On ne m'a pas rendu compte. Très bien. On ne m'a pas dit. Vous n'aviez pas vu non plus? Non. Donc ça veut dire que la pharmacie est restée intacte. Elle n'a jamais été saccagée. Je n'ai pas vu, on ne m'a pas rendu compte. Au moment venu, se le confronter à la personne. Il n'y a aucun problème, c'est le procureur. Alors je continue avec vous. Toujours à la page 31 du rapport de la commission d'enquête internationale, page 30 d'abord, et 31 par la suite. Le ministre de la Santé, qui était venu sur place, lui-même médecin de formation, a accusé les médecins et la Croix-Rouge d'être des escrocs et a même donné un coup de pied à un blessé. Il a demandé de ne pas soigner les blessés et a arraché les médicaments des mains de certains patients. Un garde du corps du ministre a braqué son arme sur un médecin traumatologue qui allait chercher des médicaments à la pharmacie et d'autres médecins ont été frappés là-bas. Sous vos yeux, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas vrai, monsieur le procureur. Très bien. Alors, je continue toujours avec vous. Et pour le cas de l'incident entre le garde-corps, votre garde-corps, selon le rapport, et un traumatologue. Ce n'est pas vrai. Parfait. Alors, je parle maintenant de la situation des disparus. Je vous lis ici quelques pièces de certaines parties civiles. Je commence par la première pièce. Code 1052, procès verbal d'audition de partie civile de M. Alpha Oumar Bari. Avec toutes les références.
Il dit ceci. Je porte plainte pour l'assassinat de mon jeune frère Mindiaou Bari, né en 88, au cours des événements du 28 septembre 2009. En effet, j'ai mis en garde tous les membres de ma famille, excepté le jeune Mindiaou qui était sorti. Le 28 septembre 2009, je suis allé voir où il dort. Je ne l'ai pas trouvé, ainsi que ses amis. Au moment que je voulais sortir à sa recherche dans le quartier, le coin était envahi par les bérets rouges. Depuis ce jour, je n'ai aucun renseignement de lui. Donc, suite à ces événements, il est porté disparu. Qu'est-ce que vous connaissez de la situation des disparus? Monsieur le procureur, je ne connais absolument rien de la situation des disparus. Très bien. Alors, j'ai également sous la main une autre pièce, code 1105. 1105. Cette personne, je porte plainte pour la disparition de mon petit-fils Boubacar Bari. Je précise que le père biologique de mon petit-fils se trouve au village. Lors de l'exposition des corps de la mosquée Faisal, nous n'avons pas pu trouver son corps. Je lis la troisième pièce et je pose la question. Quel est le motif de votre plainte? Je porte plainte pour la disparition de mon neveu, répondant au nom de Amadou Korka Bari, né en 1977. 3 cas disparus, je me suis arrêté là. Alors je vous pose la question suivante. À la suite de ces disparitions, comment les corps ont quitté l'hôpital et expliqué au tribunal quelle est la procédure à suivre quand il y a un cas de décès, un cas de mort, jusqu'à la remise des corps à la famille victime? Quelle est la procédure? Très bien. Monsieur le procureur, bon, je vous ai dit que dans notre travail, dans notre métier, chacun a son petit couloir. Je ne peux pas vous expliquer ici, parce que moi je suis médecin clinicien, je ne peux pas vous expliquer ici au tribunal la procédure à suivre depuis l'admission d'un corps à la morgue jusqu'à la restitution, parce que je ne suis pas médecin légiste. Très bien. Je suis chirurgien. Parfait. Alors, je vous repose la question. Oui. Est-ce que vous voulez dire devant le tribunal que les corps ont quitté l'hôpital donc à Ignace sans vos instructions? C'est cela? Non. Bon, monsieur le procureur, le problème de la tragédie du 28 septembre, c'est un cas particulier. Ça, c'était l'affaire de tout le gouvernement. C'était l'affaire de tout le gouvernement. Vous étiez dans le gouvernement, non? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je pose la question. Bien sûr. C'est pour ça, pour cette raison que moi-même, j'ai été exclu. Je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps. Hein? Cette commission était présidée par le ministre Sano, qui était à l'époque ministre des Affaires religieuses. Moi, je ne faisais même pas partie de la commission de restitution du corps. Je sais que les corps devaient être restitués, mais je ne faisais pas partie de la commission. Alors, je repose la question. Vous n'étiez pas de la commission. Oui. Est-ce que les corps sont sortis des différents hôpitaux sans vos instructions? Non. Alors, comment les corps se sont retrouvés à la mosquée Faisal? Les corps étaient... J'ai mis les corps étaient à la disposition du médecin légiste qui a travaillé avec les directrices des deux hôpitaux, parce que c'était des dames à l'époque. Donc moi, j'ai donné instruction aux deux directrices des hôpitaux de travailler avec les médecins légistes et la commission qui a été constituée à cet effet pour la restitution des corps. Est-ce que c'est la bonne méthode? Dans la pratique médicale, dans votre déontologie, quand il y a un cas de décès, est-ce qu'on prend les corps comme ça, on les remet au gouvernement, ou on garde les corps si les parents ne sont pas retrouvés en attendant que le médecin légiste ne fasse son rapport pour ordonner l'inhumation? Par le biais de la justice. Quelle est la bonne méthode? C'est le procureur. Les corps ont été gardés, ce qui a fait que les corps n'ont pas été restitués le lendemain. Donc il fallait que le gouvernement... Vous savez, vous avez 3 mois, hein, je rappelle. Laissez-le répondre, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Continuez, monsieur Donc, Gavin. c'est ce qui fait que les corps n'ont pas été restitués au fur et à mesure. Il fallait organiser
la restitution de ces corps. Et ça, c'était une décision du gouvernement. Ce n'était pas une décision du ministre de la Santé seul. Oui. Voilà. Je repose la question. Donc, c'est vous qui aviez donné des instructions pour la sortie des corps. Ou bien ça, c'était pas vous? C'est pas moi, c'est le gouvernement. Oui, mais vous êtes membre du gouvernement. Oui, vous êtes ministre de la Santé. Oui, d'accord, c'est ministre de la Santé, mais je n'étais pas le seul membre du gouvernement. Pourquoi d'abord ils m'ont exclu même du comité de restitution? C'est ton président Dadis qui peut répondre à cette question. Ah non, je ne dis pas que c'est le président Dadis. Répondez à la mienne, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait le président Dadis, il y avait le premier ministre, il y avait tous les ministres. Alors, je repose la question pour qu'on se comprenne. Qui a donné des instructions pour la sortie des corps des différents hôpitaux de la République? Vous dites le gouvernement, c'est évasif. Moi, je ne comprends pas ça. Vous étiez membre du gouvernement. C'était qui? Ou bien le président a pris un décret à l'époque pour dire donc tous les corps à la mosquée Faisal? Le gouvernement s'est réuni sous l'égide du président de la République et le gouvernement a décidé de restituer les corps aux différentes familles. Maintenant, j'ai lu beaucoup de pièces de la procédure qui disent effectivement qu'ils n'ont pas reçu. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où se trouvent leurs parents. Là, ça échappe le ministre de la Santé. Les corps, les 56 corps qui étaient à la morgue sous la surveillance du service de médecine légale, ces corps ont été restitués à leurs familles. D'accord. Donc, on s'en tient que les corps sont sortis des différents hôpitaux sur vos instructions, c'est cela? Sur l'instruction du gouvernement. Qui était le représentant du gouvernement au niveau du ministère de la Santé? Depuis le président jusqu'au premier ministre, jusqu'au ministre. D'accord. Merci. J'ai cru entendre que le commandant Toumba Diakité, vous aviez travaillé ensemble avant la prise de pouvoir. Oui, Toumba Diakité a travaillé avec moi, j'étais son directeur général. Parfait. Est-ce que ce jour, selon les informations que vous avez reçues dans les médias ou selon vos personnels, est-ce qu'il était venu à l'hôpital avec ses hommes pour lui s'aimer le trouble? On ne m'a pas rendu compte de ça. Très bien. Professeur, je voudrais commencer par la première question, par une des questions posées par le tribunal, mais sous un autre volet. Vous avez parlé de l'appel effectué par le directeur, le médecin chef adjoint de l'infirmerie du camp Samori. Vous confirmez, c'est l'infirmerie du camp Samori? Oui, c'est le service de santé des armées, c'est pas une infirmerie. Des armées. Le service des armées est au camp Samori, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez suivi les débats ici. Le directeur national de la police à l'époque, au moment des faits, a comparu ici en qualité de témoin, où il s'est rétracté. Il a dit que les corps n'ont pas transité à l'infirmerie de camp Samori. Pendant que dans son procès verbal de déposition de témoins, il a aussi confirmé, comme vous venez de faire, que les corps ont transité au camp Samori. Alors, vous confirmez, vous, avoir reçu un appel de médecin-chef adjoint du camp de Samori pour dire que les corps viennent de là-bas et vous avez l'obligation de les recevoir. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est un peu différent. Il ne m'a pas dit que les corps venaient du camp Samori. Vous savez, que ce soit les médecins du service de santé des armées, les médecins de la police, ce sont des collaborateurs. On travaille dans beaucoup de domaines. C'est comme les magistrats et les avocats. On travaille beaucoup ensemble. Il m'appelle pour d'autres cas, pour me dire il y a ce cas et puis vous pouvez venir. Mais ce qui est important, c'est que, j'ai été appelé par un médecin du service de santé des armées, et deuxièmement, c'est que ces corps-là n'ont pas quitté le stade pour venir directement à l'hôpital. L'état de décomposition de ces corps montre à suffisance que les corps
ont été stationnés, que ce soit au camp ou comment on appelle ça, au stade, pendant très longtemps sous le chaud soleil. Ça, je peux le dire. C'est le fait que les corps sont restés longtemps sous le chaud soleil, dans une chaleur extrême, parce que le camion bâchait, c'est ce qui explique la décomposition des corps. Maintenant, est-ce qu'ils étaient au camp? Moi, je ne peux pas le dire. Et le médecin ne m'a pas dit ça. Il m'a simplement dit de venir recevoir les corps. Donc, vous confirmez que la décomposition des corps est due au fait que les corps soient exposés au soleil? Oui, ça je confirme. Voilà. Votre déclaration confirme celle faite par beaucoup de parties, de témoins qui ont comparé devant ce tribunal. Il y a le chef d'état-major général au moment des faits, Oumar Sano, a parlé effectivement des corps. Il y a Valentin, le directeur national de la police, a parlé également de cet état. Et lui, il a ajouté même que les corps ont transité à l'infirmerie de Camp Samori. Donc je continue. Et vous avez dit que vous, personnellement, vous avez reçu 3 camions. 3 camions. Oui. Ces camions, c'était des camions militaires ou des camions d'une société ou d'une société de transport? Je confirme, ce sont des camions militaires. Ce sont les camions militaires. Et le premier camion comportait 21 corps. Oui. Le deuxième, 7 corps. Oui. Le troisième camion, 15 corps. Parfait. 15 corps. Oui. C'est tout ce que vous avez reçu? C'est ce que j'ai reçu, 43 corps. 43 corps. Oui. Et comment vous avez pu gérer à la fois la morgue Ignace Dine et la morgue de Donka? Très bonne question. J'ai une équipe. C'est une équipe qui travaille en médecine. J'ai une équipe, j'ai au moins aujourd'hui une douzaine d'assistants. J'ai des personnels de morgue dans les 2 hôpitaux. Et j'étais en collaboration directe avec la directrice de l'hôpital Donka, et donc qui a mobilisé aussi son équipe et tous ceux qui sont avec elle. Donc c'est toute une équipe. C'est pour cette raison que j'avais envoyé un de mes médecins, qui est le plus ancien d'ailleurs, malheureusement, qui est mort il n'y a même pas un mois, le docteur Gabriel Konaté, que certains connaissent ici. C'était lui que j'ai envoyé à Donka, qui coordonnait les activités de Donka. Mais moi, je coordonnais les 2. Donc, il y avait Donka et Ignace Dine, mais toute la coordination médico-légale a été assurée par mon équipe. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez comptabilisé le corps à la morgue de Donka? Oui, je comptabilisais les 2. Les 2? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de corps à Donka qu'à Ignace Dine? Oui, c'est pourquoi j'ai dit 34 à Donka et 24 à Ignace Dine. Est-ce qu'il n'y a pas plus que 34 corps à Donka? Puisque Donka a été victime de... Donka a été attaqué, les militaires ont pris d'assaut l'hôpital Donka. Est-ce que ce nombre que vous venez de déclarer au tribunal, ce nombre est effectif? Ben, il est effectif, monsieur. Je parle sous serment. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je connais. Alors, je vais revenir. Vous avez parlé également qu'il y a eu 31 corps. 31 corps identifiés et exposés à l'esplanade de la Grande Mosquée, si je ne me trompe. Non. Identifiés, non exposés. Non exposés. Voilà. Alors, vous avez exposé combien de corps? Les 27. 27 corps. Oui, allez-y. Vous êtes avec moi? Oui. Vous avez exposé combien de corps à la morgue? Le restant des corps non identifiés. Il faut dire aussi que l'exposé, ça s'est passé... on a amené un premier lot, et ensuite, si je me souviens bien, on a amené encore un deuxième. Dans un premier temps, on a pris les corps d'Ignace Dine. Après que certains ont pu récupérer les corps, au même moment, l'équipe de Donka était en train d'arranger les corps qui sont à la morgue de Donka, et puis on les a envoyés aussi. Le nombre total? 27. 27. Est-ce que vous avez suivi ces débats ici? Les débats ici? Les débats par rapport au nombre de corps exposés à la mosquée Faisal. Malheureusement, je ne suis pas souvent. Alors, je vous informe que le nombre que vous venez de déclarer est diamétralement différent du nombre qui a été non seulement déclaré ici par le docteur Ablaye Chérif Yabi,
Okay. Il a dit, ici devant ce tribunal, qu'il y a eu 54 corps exposés. Alors, selon vous, pourquoi cette différence? Alors que vous-même, vous étiez associé à l'examen des corps, vous étiez présent au moment où les corps étaient exposés. Selon vous, où sont partis le reste de ces corps? Parce que lui-même, il a déclaré devant ce tribunal, il y a 54 corps exposés. Oui, mais écoutez... Vous parlez de 27 corps. Oui, je parle de 27 corps. Je pense que devant les cas de décès, comme nous l'avons connu au 28 septembre, c'est beaucoup plus une affaire judiciaire qu'une affaire du ministre de la Santé. Et c'est vrai. Et le ministre de la Santé, il a des informations sur est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail, est-ce que tout est correct et tout ça. Mais tout ce que je fais, dans le cadre de la gestion des corps, je travaille avec les procureurs, avec le parquet. Naturellement, dans cette affaire, je n'en ai pas eu. Donc, ce qui fait que ce que je fais, je suppose, à la décharge du ministre Diaby, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas géré les corps directement. C'est moi qui étais en contact avec les corps. Donc, c'est moi qui connais le nombre de corps restitués et le nombre de corps exposés au cancer, pas lui. Il sait peut-être le nombre total de corps. Non. Donc, professeur, vous relevez de lui. Si lui, il est l'autorité la plus indiquée, quand il parle, c'est l'autorité la plus indiquée. S'il lui dit qu'il y a 54 corps exposés, vous venez dire qu'il y a 27 corps exposés, nous allons prendre ça au sérieux, oui. Pour dire où sont partis le reste de ces corps. Oui ou non? Oui, ben, écoutez, vous êtes les juges, vous faites... moi, ce que je peux vous dire, et je répète, la médecine légale, vous le savez, c'est cette discipline entre les deux. Lorsque le ministre de la Santé me demande aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, professeur, je veux avoir le résultat de tel qui se décédait, je lui dis non. Ce n'est pas à vous que moi je rencontre. Je rencontre à monsieur le procureur. Ils le savent. Ils le savent. Lorsqu'il y a des corps décédés dans les circonstances qu'on vient de décrire tout à l'heure, et on demande aujourd'hui de les restituer. Il y a une commission nationale de restitution qui est censée savoir combien de corps ont été exposés. Et deuxièmement, moi, en tant que responsable direct de la gestion médico-légale de ces corps, je pense que les chiffres que je donne, c'est parce que la plupart des corps ont été restitués avant de venir au stade, avant à la bossée. Hein. Non, il parle des corps exposés. Il a dit clairement ici que les corps exposés étaient au nombre de 54 corps à la mosquée Faisal. Bon, c'est à lui de justifier, moi je ne sais pas. Alors, je continue. Et vous avez parlé également des corps qui étaient en putréfaction au nombre de 11 corps. En début de putréfaction. En début de putréfaction, nombre de 11. Alors, ces corps, qui vous a autorisé à enterrer ces corps? Quelle autorité vous a donné des instructions au fin d'enterrer ces corps pendant que c'est des corps, c'est des personnes qui ont été tuées et il y a des procédés pour les conserver ces corps dans un temps voisin de l'acte? Vous prenez la responsabilité avec la Croix-Rouge d'enterrer ces corps. Je voudrais savoir, cette instruction venait d'où? Monsieur le procureur, vous m'accusez. Moi, je ne donne pas l'autorisation d'enterrer un corps. Non, je ne dis pas que je ne vous accuse pas. Je veux tout simplement faire ressortir que vous étiez associé et vous saviez au moment où on enterrait ces corps. Oui. Puisque vous l'avez dit. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une commission nationale de restitution des corps qui est présidée par un ministre et qui est membre du gouvernement. Et c'est un gouvernement militaire. Je suppose que lui-même, il ne peut pas de son propre chef dire « allez-y, enterrer le corps ». Certainement, ça a été discuté à un endroit où moi, je ne fréquente pas.
Et si l'ordre vient de la Commission nationale de restitution présidée par le ministre Sano à l'époque et toute son équipe, de procéder à l'identification, restitution des corps et puis enterrement des corps, moi je ne peux pas m'y opposer. Je ne peux pas m'y opposer. Alors, vous avez également parlé de tests ADN. Oui. Tests ADN que vous avez effectués. Vous avez commis le laboratoire de Paris sans suite. Oui. Vous vous êtes référé au laboratoire de Lille. De Nantes. De Nantes plutôt. Et qui a produit un résultat qui ne vous a pas permis d'identifier malheureusement les corps. Oui. Alors, est-ce qu'à travers cela, on peut dire que les personnes qui ont été... D'abord, est-ce qu'on peut dire, on peut soutenir avec vous que la thèse des disparus, il y a effectivement des disparus dans cette affaire du 28 septembre. Puisque les personnes chez qui vous avez fait le prélèvement et les personnes qui ont été enterrées, il y a eu des résultats négatifs. Alors, à travers cela, est-ce qu'on peut conclure que la thèse de disparu est une thèse qui est soutenable devant ce tribunal? Il y a eu effectivement des disparus. C'est une réponse à deux niveaux. Lorsque je parle, une personne est morte seulement quand on retrouve le corps. Si on ne retrouve pas le corps, elle est portée disparue. Très bien. Si, ça c'est la définition. Très bien. Une personne, la seule preuve matérielle de la mort, c'est le cadavre. Mais cela ne m'amène pas à dire que moi je confirme qu'il y a eu des disparus. Moi je parle des corps que j'ai reçus et que j'ai gérés. Les autres corps qui n'ont pas transité par la morgue, que je n'ai pas reçus, je n'en sais pas. Très bien. Donc, professeur, est-ce que, puisque vous l'avez dit, c'est évident, vous avez dit que, si j'ai bien relevé, qu'il y a eu des corps, au moment de l'examen, vous avez constaté des corps, 58 corps, des corps qui ont reçu des balles. 13 corps qui ont reçu des balles. Ouais. Alors, à travers cet examen, est-ce qu'on peut relever, on peut soutenir qu'il y a eu l'utilisation de l'arme à feu au stade du 28 septembre? Je confirme. Affirmatif. Également, je vais faire un parallèle entre le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal et le rapport de la commission d'enquête internationale. Et à mon avis, je vois qu'il y a un fossé très croissant entre le rapport d'enquête internationale et le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal. Puisque le rapport d'enquête internationale parle au total de 156 personnes tuées. 156 personnes tuées, 67 corps retrouvés, 40 corps identifiés par leur nom, dont les corps restitués, 49 autres personnes identifiées qui ont été vues au stade, mais dont le reste inconnu. 109 cas de viol ou autres violences sexuelles, 12 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, avec des objets, notamment des baïonnettes. 42 femmes ont été violées par plusieurs militaires. Alors, selon vous, comment vous voyez ce fossé entre le nombre que vous avez déclaré devant ce tribunal et les nombres qui ont été énumérés par la commission d'enquête internationale? Oui, c'est très simple, monsieur le procureur. Je suis un témoin. Je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. J'ai vu 58 corps, j'ai examiné 58 corps et je vous ai donné le résultat. Les autres, peut-être ils seront devant la barre pour dire ici qu'est-ce qu'eux aussi ils ont vu. Moi, je n'étais pas au stade. Moi, j'étais à la morgue et à la grande mosquée. Je n'ai pas été au stade. Donc, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si vous me permettez, il y a un élément très important, à mon avis, qui aurait dû être fait. C'est la scène de crime. Si cette scène de crime avait été
très bien exploité, on aurait eu beaucoup d'informations, y compris sur certains corps qui ont disparu, qui ne sont pas arrivés. Parce qu'on aurait pu faire des prélèvements au niveau des empreintes génétiques, au niveau des empreintes digitales, au niveau de tous les éléments criminalistiques qu'on aurait pu retrouver sur les lieux. Peut-être qu'ils nous auraient beaucoup avancé dans ce procès. Voilà. Professeur, je voudrais également savoir, puisque dans votre statistique, vous n'avez jamais parlé de femmes violées. Oui, je n'ai pas examiné. Vous n'avez pas parlé de femmes violées, si j'ai bien noté. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viols et d'autres violences sexuelles? Alors, personnellement, je n'ai pas reçu. Mais dans le cadre de la commission d'enquête, j'avais reçu, je vais dire son nom, le professeur Namouri, et d'autres médecins qui ont eu à prendre en charge les victimes d'agressions sexuelles. Et donc, les résultats de tout ce qu'ils ont eu à faire et tout ça, c'est contenu dans le rapport de la commission nationale d'enquête. Mais personnellement, je n'ai pas vu. Mais j'ai eu peut-être 2 personnes qui sont venues à un moment donné me dire que, bon, pour des raisons de papier ou parce qu'ils voulaient aller dans un hôpital à l'étranger, qu'ils souhaiteraient que je leur fasse des rapports. Ça, j'ai fait, je crois, 1 ou 2 rapports pour 2 personnes victimes de violences qui avaient beaucoup de lésions infectieuses et qui souhaiteraient voyager. Ça, je me rappelle. Mais ça, c'était tout à fait à titre personnel, médecin malade. Alors, pour finir, je voudrais savoir, puisqu'il a été déclaré par une partie civile ici, dont je ne retiens pas le nom, qui a clairement dit qu'il était alité à Niasdine. Il a dit que pendant son état d'hospitalisation, il a vu des militaires faire irruption à la morgue Niasdine pour récupérer certains corps à une destination dont il ignore. Donc ça veut dire que des militaires ont fait irruption, sont rentrés sans votre autorisation, pour venir prendre certains corps pour une destination. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Non, c'est une victime qui le dit, hein. Il était même hospitalisé à Ignace. Oui, elle peut le dire, comme tout le monde, mais je dis que ça ne s'est pas passé à la morgue de l'hôpital Ignace. Non. Et vous savez... Vous avez les preuves que c'est... Oui, je vais vous dire. Pourquoi on a envoyé les militaires à la morgue? C'est d'abord pour sécuriser la morgue. Je vous ai dit, ça fait bientôt, j'aurai 30 ans dans ce service de médecine légale. Donc je sais très bien ce qui se passe. Et on a des cas où, quelquefois, c'est très compliqué. Alors lorsqu'ils sont venus, moi je ne connais pas les militaires. Je reconnais un militaire parce qu'il est habillé en tenue militaire. Donc je les voyais comme ça. Et quelquefois, si je ne suis pas en blouse, même moi, on ne me laissait pas passer. Mais ils étaient là pour réguler la rentrée et la sortie des blocs. Et des morgues. Et surtout, vous savez que les morgues n'ont jamais été fermées. Il y avait régulièrement des décès hospitaliers. À Ignace, on a une moyenne de 6 à 7 décès par jour. Donc, tous ces décès transitaient par la morgue. Moins les décès extra-hospitaliers, où les gens venaient pour laver et ressortir. Donc, ce mouvement-là, il est resté. Donc, ces militaires étaient là pour essayer de gérer ce mouvement et tout ça. Maintenant, dire, moi, il n'y a jamais eu d'effraction à la morgue. Et permanemment, pendant tous ces événements, il y avait, en plus de la sécurité des militaires, il y avait le service de gardiennage de la morgue, qui relevait de la direction de l'hôpital. Il y avait aussi les préposés de la morgue, ceux qui passent tout leur temps à la morgue pour recevoir les corps et les mettre en chambre froide. Donc on ne m'a jamais signalé, et je n'ai pas eu cas, je n'ai pas eu de signe d'effraction par rapport à ça, non. On ne vous a pas signalé, mais est-ce que cela veut dire que ça n'a pas été fait, parce que vous ne savez pas. Dès lors que c'est les militaires qui étaient là pour assurer la garde de la morgue, en complicité avec leurs collègues, ils peuvent venir soutirer les corps, les envoyer, n'est-ce pas? Supposition, moi je ne sais pas. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, voilà le parcours ce jour, 28 septembre, 29 septembre et 30 septembre 2009, de colonel Abla Chérif Diaby.
succinctement. À entendre la narration de ces faits, colonel Chérif est venu à Donka 3 fois. La première fois, c'est ce jour-là, 28 septembre, après qu'il ait quitté le camp pour rencontrer M. le Président. Et à son arrivée, il a trouvé des personnalités du ministère de la Santé. Et ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires à lui. C'est des personnes qui lui ont inculqué des connaissances. Ce sont ses professeurs, ses enseignants. Et en pleine journée, comment, face à un tel drame, que M. le ministre, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, puisse se permettre de proférer des injures, de porter des coups sur des personnes qui sont déjà couchées par terre, malades. Et en présence de qui? En présence de ses professeurs. Professeur Namori Baldé, Namori Keta est passé ici, Monsieur le Président. Nulle part dans sa narration des faits, il n'a fait état qu'un seul instant que le colonel Chérif a porté des coups. Ce monsieur, c'est des références de ce pays, ou une des références de ce pays. Il ne peut pas accuser le colonel, il ne peut pas aussi refuser de dire ce qu'il a fait. Alors, mais si on veut coûte que coûte mettre la main sur une personne, on passe par tous les moyens illégaux. Son deuxième passage à Donka, c'était là où il est passé et puis tout de suite il a continué pour rencontrer son équipe au département pour mettre automatiquement en place un devis pouvant amener monsieur le chef de l'État à l'époque de prendre une décision d'ordonner la sortie de ces fonds pour s'occuper de ces malades. C'est une action salutaire. C'est une action salutaire. Et lui seul, le même jour, Monsieur le Président, il est parti rencontrer Monsieur le Président Dadis. Ce dernier aussi était prêt sur ses pieds. Il a donné l'ordre au ministre des Finances de débloquer un montant important pouvant soulager les blessés. C'est un médecin, c'est vrai. Mais en ce moment précis, il était ministre d'État. C'est ministre d'État. Son troisième passage à Donka, Monsieur le Président, c'est en compagnie de ces deux hautes personnalités de l'État, des deux États d'ailleurs. Le président Dadis, et tout le monde l'a vu le jour-là, à la télé, en compagnie de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le ministre était à ses côtés. Mais à quel moment donc, colonel Chérif a blessé? À quel moment il a porté des coups? À quel moment? Le parquet ne vous a pas précisé cela. Mieux, Monsieur le Président, vous avez pris soin, vous avez pris la prudence, vous avez pris la patience totale d'entendre tout le monde, toutes les parties civiques qui sont passées ici, une à une. Quelqu'un n'est pas venu ici vous présenter en face pour dire « Colonel Chérif m'a boxé ce jour-là ». Qui était présent? Voilà la personne qui était présente ce jour-là. Voilà une autre personne qui était présente ce jour-là. Colonel Chérif m'a porté des coups. Et ces mêmes parties civiles, personne n'a exhibé un certificat médico-légal justifiant que c'est suite aux coups et des blessures administrées par le colonel à son encontre qu'il a eu cette incapacité. Personne. Personne. Les témoins sont venus. Monsieur le Président, encore une fois de plus, on avait affaire à deux catégories de témoins. Il y avait un groupe qui sont venus déposer de manière honnête, de manière sincère, parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont vécu.
Parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont entendu avec des preuves, d'autres témoins à l'appui, dans cette salle. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais attaquer en ce qui concerne ces infractions précises. Mais un autre groupe, c'est ceux-là qui étaient venus ici simplement, Monsieur le Président, pour une promenade de santé. Quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui a fui, qui vous dit, j'ai appris, je suis un journaliste. Il est allé jusqu'à même prêcher le faux dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il voulait chercher? Simplement, c'était pour apparaître simplement à la petite télévision. C'était une promenade de santé. Il n'a rien donné. Il nous a fait plutôt perdre le temps. Il sait, la personne qui est en train de parler, là où il se trouve, dans son bureau, il m'entend, il m'écoute et il sait, c'est de lui que je parle. Alors, pourquoi donc on reproche, colonel, des faits de coups et blessures volontaires, en dépit des actions qu'il a menées, en dépit de ces actes qu'il a posés? Docteur Fatoussi qui est passé, Monsieur le Président, ici, c'est une dame que je respecte. Elle est respectueuse, elle est respectable. Mais nulle part, dans sa conscience, n'a présenté ici un élément constituant des reproches quelconques à l'encontre du colonel. Parce que c'est elle qui était directrice nationale dans ton cas. Quand même, elle recevait tout le monde. Pour vous dire que cette infraction n'est pas constituée, Monsieur le Président, de manière classique, chaque infraction, pour sa constitution, il faut l'emploi, il faut la constitution des éléments. Il faut que ces éléments soient réunis. Au sens de l'article 239, Monsieur le Président, vous avez 3 éléments. Le premier élément, c'est le test lui-même, l'élément légal. On ne discute pas là-dessus. Le second élément, c'est l'élément matériel. Mais cet élément matériel renferme des petites conditions sans lesquelles l'on ne saurait indexer quelqu'un pour coups et blessures volontaires. Il faut d'abord le premier élément ou sous-élément de cet élément matériel, il faut un acte de violence physique infligé à une victime. Un acte de violence physique. Cet acte, c'est au sens large. Ça peut être une arme blanche. Ça peut être une partie, n'est-ce pas, des membres de la personne. C'est-à-dire les mains, les pieds, la tête. Il faut un acte de violence physique. Le législateur a été très clair. Un acte de violence physique. Qui a présenté cet acte ici? Ou qui a présenté un des actes? Que c'est à partir de cet acte-là que le colonel s'est jeté sur ma personne, m'a boxé, m'a piétiné, m'a giflé, m'a blessé. Nous avons duré ici. J'ai décidé d'assurer la défense du colonel. Et c'est pourquoi, au prix de mon temps, j'étais dans cette salle d'audience depuis le début, 28 septembre 2022, jusqu'à date à laquelle ils sont de présenter les plaidoiries. Je suis présent. J'écoute, je parle peu. Parce que si ce n'est pas important, je ne m'intéresse pas. Parce que si ce n'est pas nécessaire, je ne prends pas la parole. C'est lorsque, véritablement, c'est nécessaire, je demande la parole respectueusement à Monsieur le Président. Et vous m'accordez ce droit. Je vous en félicite et je vous remercie d'avance.